Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue bien sûr. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'arthrose et de l'ostéoporose, affections apparemment différentes, mais qui sont de la même famille. L'arthrose, vous le savez aussi bien que moi, affecte toutes les articulations. Et contre l'arthrose, la médecine allopathique ne nous propose malheureusement que des anti-inflammatoires ou des opérations chirurgicales. Mais l'arthrose n'est pas inévitable. Elle peut même être éliminée avant d'en arriver, évidemment, à cette ultime situation qui traduit la faillite de la médecine classique, chimique, antisymptomatique, et donc la faillite de l'arthrosé. Il vaut donc mieux prévenir que guérir, prévenir et guérir naturellement, à temps, plutôt que d'essayer de réparer l'irréparable, parce que, à ce stade-là, au stade de l'arthrose, habituellement, on ne guérit pas. Habituellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une articulation ? Une articulation, vous le savez aussi bien que moi, ce sont deux pièces osseuses qui se font face et qui permettent d'effectuer des mouvements grâce aux tendons et aux muscles qui s'y attachent. Ce système ressemble en quelque sorte à une charnière. Et l'exemple du poignet ou du genou peut vous en donner une idée. Alors, il faut retenir la chose suivante qui est la plus importante, c'est que les pièces qui se font face sont couvertes d'un cartilage lisse, souple, riche en collagène notamment, faisant office d'amortisseur. Et puis dans l'articulation, vous avez un lubrifiant qui ressemble à un liquide visqueux comme l'huile d'automobile, lubrifiant appelé synovie, et qui est sécrété par la capsule articulaire entre ces deux amortisseurs pour leur permettre de glisser facilement l'un sur l'autre, à l'exemple de l'huile dans un moteur automobile. Alors, au niveau des espaces intervertébraux, dans la colonne vertébrale, on retrouve à peu de choses près le même système. Au centre du disque intervertébral, vous avez un noyau, le nucleus pulposus, qui ressemble à une bille située au centre du disque intervertébral. Cette bille est constituée d'une substance gélatineuse, ferme, translucide chez le jeune enfant, mais plus dense et plus opaque chez l'adulte. Cette bille, qui se trouve au centre de ce disque intervertébral, est maintenue au centre par les éléments anatomiques de ce disque, où il joue un rôle de pivot, comme entre deux vertèbres voisines, dans les mouvements de flexion et d'extension de la colonne vertébrale. Lorsque cette bille
qui est au centre de ce disque intervertébral est projetée vers l'arrière, eh bien, cette bille constitue alors une hernie discale. Cette bille ne joue pas seulement le rôle d'un amortisseur des pressions, mais aussi celui d'une rotule qui permet les mouvements dans tous les sens des plateaux vertébraux. C'est également cette bille qui maintient l'écartement entre les corps vertébraux et qui dicte l'épaisseur du disque intervertébral. Son expulsion vers l'arrière se produit généralement entre la 4e et la 5e vertèbre lombaire, parfois entre la 5e lombaire et le sacrum, par suite d'un traumatisme ou d'une altération de sa structure, ou par suite d'un mouvement de force inadéquat, ce qui provoque une compression des racines du nerf sciatique, et il en résulte une sciatalgie, que l'on appelle habituellement une sciatique. Lorsque son expulsion vers l'arrière se produit dans la région cervicale, eh bien, elle entraîne à ce niveau des névralgies, voire des névrites cervico-brachiales persistantes. Retenons que cette bille, le nucleus pulposus, joue un rôle de roulement à bille. Les articulations sont des dispositifs vivants, dotés de vaisseaux sanguins, de nerfs, de ligaments, de tendons. Ce ne sont pas de vulgaires charnières inertes, purement mécaniques. Retenez bien également que les cellules qui constituent les articulations obéissent aux mêmes lois psychobiologiques que toutes les autres cellules organiques, du foie, des reins, de la peau, du cœur, des vaisseaux, du cerveau, etc. Ces cellules naissent, elles croissent, elles s'usent et elles meurent. Leur bonne santé dépend donc étroitement de la pureté du sang et de la lymphe, notamment dépend étroitement des phénomènes d'assimilation et d'élimination. C'est dire que ces cellules subissent directement les effets néfastes des distorsions mentales, des distorsions digestives et des distorsions existentielles qui induisent une morbidité humoro-cellulaire éthiopathogène, c'est-à-dire un encrassement du sang et de la lymphe qui baignent toutes nos cellules. L'articulation est une voie de passage des nerfs innervants et des vaisseaux sanguins vascularisants. Lorsqu'on ne la mobilise pas, cette articulation, suffisamment chaque jour, eh bien, elle se rouille, elle s'oxyde, et elle devient vite un lieu d'encrassement, c'est-à-dire de saturation humorale, sanguine et lymphatique, saturation par des cristoïdes qui fusent à travers les capillaires sanguins. Retenez bien des cristoïdes, des cristaux, comme du verre pilé,
On voit ici l'importance capitale d'une culture physique de santé physiologique, appliquée journellement, avec des haltères et des appareils à contrepoids, visant à augmenter non seulement l'oxygénation et la transpiration, mais aussi l'amplitude du jeu articulaire, libératrice du sang, oxygénant, vitalisant, mais aussi, surtout, libératrice de la lymphe épurative. On épure d'autant plus vite la lymphe qu'on la fait passer souvent à travers les filtres émonctoriels spécialisés, à travers les émonctoires. Le foie, les reins, les glandes sudoripare, les muqueuses pulmonaires, etc. Grâce à l'activité des muscles, lesquels agissent comme des pompes aspirantes et refoulantes. Faire travailler ces muscles, c'est activer la circulation sanguine et lymphatique, donc c'est favoriser les épurations. Plus les contractions musculaires sont intenses et répétées par série de 10 ou 15 ou 20 mouvements, et plus intense est la vascularisation, c'est-à-dire la circulation sanguine et lymphatique. Ces contractions musculaires doivent être toujours effectuées le corps bien couvert pour transpirer. Car transpirer, c'est éliminer par la peau. La sueur n'est que de l'urine diluée. Et bien sûr, la culture physique doit être appliquée sur la base d'une respiration ample et profonde pour hyperoxygéner le sang et la lymphe. Plus on épure le sang et la lymphe, et plus on épure les articulations notamment. Les affections rhumatismales viennent en troisième position après les pathologies cardiovasculaires et nerveuses. En France, près de 15 millions de personnes souffrent d'affections rhumatismales. L'affection rhumatismale la plus fréquente est évidemment l'arthrose, qui affecte surtout les personnes du troisième âge, mais on peut aussi être affecté d'arthrose dès l'âge de 30 ans, et même j'ai connu des gens qui étaient affectés dès l'âge de 14-15 ans. L'arthrose représente 80% environ des affections dites rhumatismales. Le vieillissement. Le vieillissement est la pire de toutes les maladies. Il est la conséquence d'une dévitalisation psychorganique progressive, insidieuse, qui entraîne un encrassement déshydratant et oxydatif de toutes les structures organiques, plus particulièrement des structures qui sont les plus sollicitées par la nature des stress mentaux ou bien des stress physiques. L'ostéoporose. L'ostéoporose, comme je vous l'ai dit, qui est de la même famille que l'arthrose, fragilise les os et favorise non seulement les fractures osseuses, mais aussi les tassements vertébraux, donc l'arthrose. L'arthrose est une maladie parfois invalidante, mais pas inéluctable, avec laquelle il faut s'habituer à vivre. Les douleurs articulaires sont un signal d'alarme qu'il faut prendre très au sérieux et qu'il ne faut pas combattre systématiquement à l'aide de médicaments anti-inflammatoires
qui ne supprime pas la cause profonde du mal. 15% environ des Français souffrent d'ostéoporose et d'arthrose, affection qui ne cesse d'affecter de plus en plus de personnes. L'arthrose, qui est le résultat d'une corrosion des éléments articulaires par des substances acides, corrosives, qui stagnent dans les tissus et qui altèrent la qualité de vie. Comme je viens de vous le dire, l'arthrose est favorisée par l'ostéoporose, qui est le résultat d'une diminution de la masse osseuse due à une altération, c'est-à-dire à un effritement de la trame protéique, de la structure protéique de l'os. En effet, l'ostéoporose n'est pas une maladie calcique, comme on nous l'a dit. Non, non, pas du tout. C'est une maladie primitivement protéique et secondairement calcique. Le calcium ne pouvant pas être fixé par l'organisme dans une structure altérée, effritée, amenuisée. Plus la trame protéique de l'os s'altère par suite d'oxydation bioélectronique non compensée, non réduite, oxydation résultant de nos fautes existentielles, et plus l'ostéoporose s'aggrave, et plus les risques de fracture augmentent. En France, 3 à 4 millions de femmes sont affectées d'ostéoporose qui entraîne soit une fracture du col du fémur chez près de 60 000 personnes, soit une fracture du poignet chez près de 50 000 personnes, soit une fracture d'une ou plusieurs vertèbres chez près de 40 000 personnes. L'ostéoporose, qui peut débuter dès l'enfance, dès l'adolescence, résulte d'un mode existentiel anti-hygiénique, toxique. La sédentarité en est une des causes majeures. Les deux autres causes majeures sont l'alimentation habituellement antispécifique et dénaturée de type gastronomique. Et puis vous avez un autre facteur qui est la négativité mentale habituelle qui entraîne des dysfonctionnements structurels et donc des lésions. Il est faux d'affirmer que c'est le surpoids et la surutilisation des articulations qui est la cause de l'arthrose. Le surpoids ne cause pas d'arthrose en lui-même, pas plus que la surutilisation des articulations saines. Une articulation est faite pour être utilisée, et même surutilisée. Dans le cas contraire, elle rouille. Et la rouille est l'arthrose. La surutilisation d'une articulation déjà traumatisée ou arthrosée est assurément néfaste à l'articulation et ne peut qu'aggraver son état si l'on n'améliore pas en même temps, naturellement, l'état général. En vérité, c'est la saturation toxique entretenue dans les liquides humorocellulaires physiologiques, dans le sang, la lymphe, les fluides lacunaires, par des poisons endogènes et exogènes, qui est la cause profonde, première, non seulement de l'ostéoporose, mais aussi de l'arthrose, des tendinites,
des synovites et des rhumatismes en général, notamment saturation résultant, je vous le redis, de nos fautes psychologiques et biologiques, c'est-à-dire résultant du penser à l'envers habituel, du manger-boire à l'envers habituel et du vivre à l'envers habituel, évidemment, fautes existentielles qui sont majorées par des prédispositions familiales. Alors, qu'est-ce que c'est que le rhumatisme articulaire ? Eh bien, le rhumatisme, c'est une inflammation, une enflure, une fluxion. L'inflammation est une réaction organique normale visant à éliminer l'élément agressif, corrosif, qui altère l'intégrité organique, que cet élément soit de nature chimique, physique ou microbienne ou autre. L'inflammation vise à fournir aux tissus lésés ou altérés un maximum de sang vitalisant et de lymphe épurative. Le rhumatisme est une affection articulaire, je vous le redis, due à une saturation humorale de type essentiellement cristoïdal, par des cristaux, parfois de type mixte, à la fois mucoïdal, par des mucus, agglomérés aux cristaux, affection qui évolue sur des terrains arthritiques, sujets à faire de la goutte, de la calculose, c'est-à-dire des calculs biliaires, des calculs urinaires, arthritisme, qui peut affecter tous les organes, y compris le cerveau, les gencives, les artères, le cœur, les dents, etc. Ce n'est pas l'inflammation auto-guérisseuse d'une articulation qui altère les cellules articulaires, comme l'affirment certains, mais les substances morbido-pathogènes, toxicogènes, toxinogènes, incrustées dans les éléments physiologiques, comme l'encre incrustée dans un buvard. Plus il y a d'éléments toxiques dans l'articulation, et plus la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires et des interleukines notamment, et plus de ce fait, l'inflammation auto-épurative et régénérante est importante. Les enzymes de destruction qui sont au sein d'une inflammation visent à éliminer les cellules irrémédiablement altérées, mourantes, et non pas à détruire les éléments vivants, comme on le croit habituellement. On distingue plusieurs types de rhumatisme articulaire. Quand la saturation toxique affecte la synovie, eh bien, elle induit une arthrite. Quand elle affecte le cartilage, elle induit une arthrose. Quand elle affecte les tendons, eh bien, elle induit une tendinite. Et quand la saturation humorale toxique affecte l'os, n'importe quel os, elle induit une ostéoporose. Quand la saturation toxique affecte un disque intervertébral, eh bien, elle induit une arthrose vertébrale, c'est-à-dire une discopathie. Quand elle affecte des contractures, quand elle affecte des muscles, eh bien, elle provoque des contractures, des nœuds, des tensions musculaires tellement intenses qu'elles peuvent induire une sensation de brûlure in situ. Alors, arthrite,
arthrose, tendinite, ostéoporose font partie d'une même famille, l'arthritisme. L'ensablage organique par l'acide urique, par les urates et autres oxalates qui sont à la base des calculs de la gravelle, du tartre, etc. C'est-à-dire par des cristoïdes coupant comme du verre pilé finement. Je le redis, l'inflammation est un processus naturel et normal, physiologique, de défense organique, dont la finalité est d'apporter dans la zone altérée un maximum de sang vitalisant, donc de chaleur, d'oxygène et de lymphe épurative, et là pour but d'aider l'organisme, c'est-à-dire l'homéostasie de la force vitale, à dissoudre, à autolyser, à autodigérer les substances cristoïdales stagnantes, acides, corrosives, toxiques, et conséquemment, elle a pour but de restaurer les cellules affectées ou d'éliminer celles qui sont irréparables, rongées par la corrosivité, rongées par les surcharges acides, toxiques, stagnantes, élimination effectuée par les enzymes dites de destruction que l'on retrouve bien sûr dans toutes les inflammations. Alors je pense que vous avez compris que ce n'est pas l'inflammation qui est dangereuse, mais les cristaux qui se trouvent dans les tissus. L'élimination des substances toxiques acides corrosives, donc éthiomorbidopathogens, par suite d'une épuration du foie, de la vésicule biliaire, de l'intestin, des reins. Eh bien, dès qu'il y a élimination de ces substances toxiques, eh bien, cela entraîne automatiquement l'arrêt, c'est-à-dire la disparition de l'affluxion, c'est-à-dire de l'inflammation, et ceci sans médication. C'est dire qu'il faut agir positivement, naturellement, dès les premiers stades de l'inflammation, quand les cellules affectées sont encore réparables. Lorsque le rhumatisant n'agit pas immédiatement sur son mauvais état général, par des techniques naturelles, durant tout le temps de la crise articulaire, ou parce que son homéostasie, l'homéostasie de sa force vitale, est trop affaiblie pour réagir, c'est-à-dire pour éliminer les surcharges, eh bien les surcharges, les poisons continuent à ronger, donc à détruire les cellules qui en sont affectées, et plus l'inflammation s'éternise, devient intense et douloureuse. Le cartilage articulaire se déshydrate, il perd son élasticité, sa souplesse, il se fissure, il s'amenuise sans douleur aiguë au début. La trame osseuse protéique fait de même. Elle se déshydrate, elle s'effrite, elle s'amenuise. Le calcium qui consolide les os et les dents ne peut plus s'y fixer, malgré un apport suffisant de calcium et de vitamine D naturelle qui le cimente, ce qui aboutit à l'ostéoporose. Cette altération ostéo-articulaire aboutit à l'arthrose rhumatismale, inflammatoire, plus ou moins douloureuse. La douleur résulte de la souffrance de l'os, qui est un tissu vascularisé
et innervé, et qui frotte sur son vis-à-vis par suite de la quasi-disparition du cartilage amortisseur et de la synovie, c'est-à-dire du lubrifiant interarticulaire, et aussi souffre de la naissance d'ostéophytes. Alors, les ostéophytes, eh bien, c'est tout simplement une concrétion du suintement de l'acidose tissulaire. Comme quand on brûle une bougie et qu'elle dégouline sur les côtés. Voilà ce que sont les ostéophytes qui bloquent les articulations. La douleur arthrosique est essentiellement mécanique. C'est son signe principal, à part la raideur articulaire qui s'installe progressivement, et son intensité dépend du degré de vitalité de l'arthrosé et de son degré d'encrassement humorocellulaire. En combattant l'inflammation réactionnelle autodéfensive, à l'aide de médicaments chimiques anti-inflammatoires, pour satisfaire les désirs des rhumatisants qui veulent que cesse leur douleur, les médecins allopathes obéissent, mais en même temps ils entravent, voire ils stoppent complètement le processus d'épuration et de régénération des structures articulaires altérées, lésées, au lieu de leur instaurer une méthode naturelle favorisant l'élimination des substances toxiques, acides, corrosives, qui sont la vraie cause profonde première de la douleur. La douleur, je le redis, est un signe d'alarme. Un signe d'alarme pour le corps, c'est dire qu'il ne faut pas la combattre, mais supprimer sa cause. Toutefois, on peut la réduire artificiellement lorsqu'elle empêche de dormir profondément et de récupérer de l'énergie vitale auto-guérisseuse. Certes, les médicaments font taire la douleur, mais ils n'éliminent pas les poisons organiques qui en sont la cause. Au contraire, ils en ajoutent. L'acte chimique antisymptomatique ou palliative est une solution de facilité. Cet acte antisymptomatique n'est utile qu'en urgence, notamment pour calmer les très grandes douleurs qui empêchent de dormir et de récupérer de l'énergie vitale auto-guérisseuse. C'est dire que la médecine chimique est utile dans ce cas-là. Une articulation douloureuse doit toujours être mise au repos complet. Si on continue à l'utiliser, on aggrave insidieusement ses lésions, son altération, ce qui aboutit souvent à l'handicap, voire à l'impotence du malade. Alors, voyons un peu la constitution du cartilage. Le cartilage est constitué notamment de chondrocytes et de protéoglycanes. Les chondrocytes représentent environ 10% du volume du cartilage et ils sécrètent bien sûr de très nombreuses autres substances actives. Ce sont eux qui stimulent la production de cellules de remplacement et qui aident à éliminer les cellules altérées irréparables. À partir de l'âge de 20 ans, le nombre de chondrocytes diminue par suite d'une dévitalisation générale qui entraîne une chute d'hormones mâles. Retenez bien ceci,
car c'est de la plus haute importance. Une dévitalisation générale qui entraîne une chute d'hormones mâles, anabolisantes, ce qui diminue conséquemment l'épuration et la régénération du cartilage. Car il ne peut pas y avoir de régénération sans hormones mâles anabolisantes. Ce sont les hormones mâles qui fixent les protéines dans les tissus et qui favorisent les autoguérisons. Voyons maintenant les protéoglycanes. Les protéoglycanes sont constitués notamment d'acides hyaluroniques qui se conduisent comme une éponge qui absorbe l'eau, notamment le liquide synovial, le lubrifiant articulaire, et qui donne au cartilage son caractère souple de type élastique qui recouvre les extrémités osseuses. Bien évidemment, chondrocytes et protéoglycanes sont étayés par d'autres protéines riches en sucre, comme les sulfates de chondroïtine, comme les sulfates de glucosamine, comme les sulfates de kératane, etc., et riches également en fibres de collagène, lesquelles constituent la trame du cartilage. Le cartilage qui n'est pas vascularisé, ni innervé d'ailleurs, se nourrit de quoi? Il se nourrit du liquide synovial, interarticulaire, c'est-à-dire d'eau vitale, qui lui apporte l'oxygène et les nutriments qui lui sont indispensables pour s'épurer, se restaurer, se reconstruire. On voit donc ici l'importance capitale de l'oxygénation et de la nutrimentation, donc de la pureté du sang et de la lymphe notamment. Du fait que le cartilage n'est pas vascularisé, comme les os par exemple, eh bien le cartilage se répare très difficilement chez l'adulte, surtout en l'absence d'une hygiène interne psycho-organique. Par ailleurs, du fait que le cartilage n'est pas innervé, la douleur ressentie lors de son altération n'est pas produite par lui, par le cartilage, mais par les éléments vascularisés et innervés qui se trouvent autour de lui dans la capsule articulaire. Éléments qui souffrent, comme lui, de la saturation humorale toxique, c'est-à-dire des résidus toxiques stagnants dans ces tissus. Contrairement au cartilage, l'os, qui est recouvert d'un tissu, le périoste, est vascularisé, ce qui lui permet de se renouveler en permanence tout au long de l'existence, à condition que l'organisme puisse éliminer correctement les substances toxiques, s'opposant à son renouvellement et même pouvant induire une carie osseuse. La constitution de l'os. Les os sont des tissus vivants qui ont le pouvoir de croître, de se réparer, à condition de respecter leur biologie et leur physiologie. Vous avez là un os avec le périos autour. Ça, c'est un os coupé à l'horizontale. Et puis là, vous avez un os avec les extrémités spongieuses. Et c'est à travers les extrémités spongieuses que l'organisme crache ses poisons. Ça traverse le tissu osseux spongieux et ça se retrouve dans le cartilage qui, lui, finit par se déshydrater, se fissurer
est tombé en poussière. Le tissu osseux est composé de 2 trames. D'une trame organique et d'une trame minéralisée. La trame organique est composée de 90% environ de fibres de collagène, représente la véritable charpente osseuse. C'est elle qui donne à l'os sa forme et sa flexibilité. La trame minéralisée qui entoure l'os, elle est composée principalement de phosphate de calcium, mais aussi de phosphate de magnésium, de carbonate de calcium notamment, et c'est elle, cette structure minéralisée qui donne à l'os sa résistance, sa solidité. Mais pour que ces sels minéraux puissent s'y fixer, il faut que la trame organique, de nature protéique, soit intègre, ne s'effrite pas. La décalcification, qui peut certes résulter d'une carence profonde de sels minéraux, par suite d'une alimentation habituellement antispécifique et dénaturée, ou bien encore par suite d'un mode existentiel toxique, acide, décalcifiant, est surtout le résultat d'un effritement de la trame organique protéique qui se comporte comme un filet de pêche ou une toile d'araignée dans laquelle toile viennent se fixer les minéraux. Eh bien, il en est de même de la trame organique osseuse protéique qui se fissure, s'effrite par manque d'hormones mâles, anabolisantes notamment. Cette décalcification peut aller jusqu'à l'ostéoporose, qui est, je le redis, une affection primitivement protéique et secondairement calcique. Autrement dit, c'est parce que la trame protéique de l'os s'effrite, par manque d'hormones mâles notamment, que les sels minéraux alcalins, comme le calcium par exemple, ne peuvent s'y fixer malgré leur apport suffisant. Savoir ceci est de la plus haute importance. Il faut bien avoir à l'esprit le fait que l'effritement de la trame organique protéique relève d'une carence en hormones mâles, en progestérone et en testostérone. Ce qui veut dire que l'ostéoporose qui favorise l'arthrose n'est pas due généralement à un manque de calcium organique ou de vitamine D, comme on le croit habituellement. Lors de la ménopause et de l'andropause, eh bien, l'os perd ses minéraux parce que justement, la trame osseuse organique protéique s'effrite par carence d'hormones mâles qui est la cause profonde, c'est cette carence d'hormones mâles qui est la cause profonde de la ménopause et de l'andropause, donc de l'ostéoporose qui affecte non seulement la femme, mais aussi l'homme, même si la femme en est plus affectée. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les os? Mais dans les os, il n'y a pas que des cellules constructrices d'os, que l'on appelle les ostéoblastes. Il y a aussi des cellules destructrices que l'on appelle des ostéoclastes. Ostéoblastes, ostéoclastes. Si les ostéoblastes produisent du collagène indispensable à la fabrication de tissus osseux, par contre, les ostéoclastes résorbent les cellules osseuses anciennes, usées, malades, dévitalisées
oxydés. Ce sont des épurateurs. Ça épure l'os. Lorsque l'oxydation et donc l'usure, c'est-à-dire l'altération de l'os et donc de son cartilage, est plus important que la restauration, que la restructuration protéique, que la régénération du tissu, eh bien il en résulte des trous comme dans le fromage de Gruyère. Des trous dans l'articulation, dans le cartilage, des trous dans les os, c'est-à-dire lorsque le milieu humoral, c'est-à-dire le milieu sanguin lymphatique, est légèrement alcalin, eh bien, le nombre d'ostéoblastes, constructeurs de tissus, et d'ostéoclastes, destructeurs de tissus, eh bien, il s'équilibre. Il s'équilibre par simple concurrence vitale, ce qui préserve l'équilibre du tissu osseux. L'alcalinité du milieu intérieur stimule l'activité des ostéoblastes, constructeurs d'os, alors que l'acidité du milieu intérieur, c'est-à-dire du sang et de la lymphe notamment, stimule l'activité des ostéoclastes, destructeurs d'os. En d'autres termes, lorsque le milieu humoral, lorsque le sang, la lymphe et les fluides lacunaires deviennent acides, eh bien, le nombre d'ostéoclastes devient dominant et la destruction l'emporte sur la construction des tissus. L'alcalinité du milieu interne favorise la production d'hormones mâles, de progestérone et de testostérone, alors que l'acidité humorale stimule la production d'hormones femelles, des oestrogènes, et entraîne conséquemment et concomitamment une diminution de l'hormone mâle, des hormones mâles anabolisantes, régénérantes. En effet, plus on augmente le taux des hormones femelles et plus on fait baisser le taux de l'hormone mâle. Or, dans l'organisme, il y a un équilibre stable. 50-50 d'hormones femelles, 50-50 d'hormones mâles. Donc, il faut faire baisser le taux de l'hormone femelle, faire remonter le taux de l'hormone mâle. Parce que c'est l'hormone mâle qui est anabolisante et qui permet la régénération des tissus. Autrement dit, l'alcalinité humorale stimule la production de progestérone et de testostérone et donc l'activité des ostéoblastes, de même que l'hydratation des tissus, notamment des protéoglycanes, alors que l'acidité humorale, et à plus forte raison l'acidose tissulaire, eh bien, ça stimule la production de cortisol notamment. Or, le cortisol est un terrible catabolisant, c'est-à-dire le contraire de anabolisant. Et donc, ça stimule l'activité des ostéoclastes. Et de même que ça favorise la déshydratation des tissus, notamment des protéoglycanes. Je le redis pour bien fixer les idées, l'arthrose, comme d'ailleurs l'ostéoporose, est due à la fois à l'acidité humorale, plus exactement à l'acidose tissulaire, déminéralisante, et à une baisse du taux physiologique des hormones mâles, progestérone, testostérone, plus qu'à des carences de sels minéraux, de vitamine D, etc. Carences qui d'ailleurs sont peu fréquentes ou peu importantes de nos jours dans les pays où la nourriture crue est abondante et variée.
l'acidité tissulaire et la chute des hormones mâles induisent une oxydation bioélectronique non réduite, non compensée, et conséquemment entraîne un vieillissement des tissus impossible à réduire tant que dure l'acidose tissulaire, d'une part, et tant que dure la baisse du taux des hormones mâles, d'autre part. Certes, la culture physique physiologique, la culture physique dite de santé et de bien-être, qui n'est pas un sport, mais la base de tous les sports, eh bien, la culture physique de santé favorise la synthèse, la fabrication de l'os et des neurones, notamment par le truchement du système neuromusculaire, articulaire, surtout si cette culture physique est suroxygénante, surtranspirante, donc épurative. Mais, bien évidemment, elle est insuffisante à elle seule pour éliminer l'arthrose et l'ostéoporose, notamment. Elle doit donc être étayée obligatoirement par la suppression totale de tous les poisons socialement acceptés. L'alcool, le tabac, le café, le thé, le cacao, le chocolat, les drogues, les médicaments, etc. Elle doit être étayée par une alimentation habituellement 100% spécifique et naturelle, alcalinisante. Elle doit être étayée éventuellement, et de préférence, par une repositivation mentale effective, appliquée de préférence sous auto-hypnose, du fait que nous somatisons tous nos états d'âme, les mauvais comme les bons. Cette méthode doit être également étayée par des bains hyperthermiques, aux huiles essentielles, hyperémiantes, mais hydrosolubilisées orthobiologiquement, sinon elles sont toxiques. Cette méthode doit être également étayée par un sommeil profond, réparateur et suffisant. Étayée également par la suppression des abus orgasmiques, la suppression du surmenage physique ou intellectuel et autres comportements antibiologiques. Alors je vous le redis, l'arthrose n'est pas une fatalité, ce n'est pas une maladie inévitable. Il est faux d'affirmer qu'il est normal de faire de l'arthrose en vieillissant, oubliant ou ignorant que le vieillissement est une maladie la pire de toutes, puisqu'elle nous conduit à la mort. Et oui, le vieillissement, malheureusement, c'est une maladie. Et on croit que c'est normal. Le vieillissement et la mort ne sont pas programmés par une puissance étrangère, appelée Dieu par certains. Parce que la finalité de la vie, eh bien c'est la vie, c'est pas la mort. La finalité de la vie, c'est sa pérennité. Le vieillissement et la mort résultent du fait que l'être biologique ne sait pas entretenir en lui la vie, donc la jeunesse. Vieillissement et mort sont causés par une accumulation insidieusement progressive d'une morbidité anthropique résultant de nos distorsions mentales et biologiques, entretenues et aggravées au fil des ans. D'une part, il existe des gens âgés qui n'ont pas d'arthrose, et d'autre part, il existe des personnes jeunes qui ont de l'arthrose. L'arthrose n'apparaît que si l'on maltraite l'articulation, soit par des excès de sport, doublés d'une alimentation
habituellement antibiologiques, de type gastronomique, soit par un apport de substances toxiques, également par un manque d'hygiène interne psychorganique, soit par des traumatismes, évidemment, physiques, les coups, les blessures, évidemment. L'arthrose est la conséquence non pas d'une usure, comme on le croit généralement, mais d'une oxydation bioélectronique non compensée, non réduite. Elle ne résulte pas non plus d'une surcharge, dite pondérale, mais de la toxicité de l'état humoral sous-jacente, primitive, se traduisant par une surcharge pondérale, l'obésité, la cellulite, les œdèmes, etc., en fait, se traduisant par une altération métabolique profonde, intoxication humorale, doublée de diverses carences. C'est dire l'importance capitale d'une alimentation orthobiologique, vitalement nutrimentaire. Importance également d'une hygiène interne, à la fois psychologique, par une repositivation du mental, et organique, biologique. Généralement, on ignore l'aspect psychologique du mental dans l'arthritisation arthrosante, donc dans l'arthrose. Le mental dans l'arthrose, toute irritation mentale, toute colère, toute haine, tout ressentiment, toute mauvaise articulation avec autrui, et donc avec soi-même, est un stress. Un stress qui entraîne une altération des neurones et donc des cellules articulaires correspondantes, qui entraîne donc une inflammation des tissus articulaires qui favorise l'apparition de l'arthrose et des blocages articulaires, parce qu'elle provoque une perte massive des sulfates de chondroïtine et de glucosamine, notamment, substances essentielles qui participent à la constitution du cartilage. Voilà pourquoi l'apport nutrimentaire de sulfate de glucosamine et de chondroïtine aide seulement à freiner, voire à stopper l'altération arthrosique, mais seulement si on l'applique dans le cadre d'une alimentation habituellement orthobiologique, c'est-à-dire spécifique et naturelle, et dans le cadre d'une repositivation mentale, le tout étayé par une hygiène de vie stricte et par une culture physique de santé et de bien-être, qui doit être, je le redis, hyperoxygénante et hypertranspirante. Il convient de bien retenir que cet apport externe agit antisymptomatiquement. Cet apport externe de glucosamine, de chondroïtine, ne supprime pas la cause morbidopathogène intrinsèque d'origine psychobiologique. La qualité biologique de nos os, de nos cartilages, de nos tendons, de nos capsules articulaires notamment, est le reflet de la qualité vitale de tout ce que nous introduisons dans notre corps physique et de tous les sentiments que nous suscitons en nous habituellement, consciemment ou inconsciemment. Pour avoir et pour obtenir des articulations saines, en santé, donc libres, souples, résistantes, il ne suffit pas seulement
de manger et boire à l'endroit, d'ingérer des compléments alimentaires spéciaux, de supprimer tous les poisons socialement acceptés comme le café, le tabac, l'alcool, etc., etc. Mais il faut aussi et surtout, en même temps, penser à l'endroit. Parce que le penser à l'envers négativement, dissymétriquement, induit automatiquement une dissymétrie structurelle. C'est la dissymétrie fonctionnelle qui entraîne une dissymétrie structurelle, c'est-à-dire des lésions. C'est-à-dire des lésions dont la nature reflète la nature du sentiment négatif suscité consciemment ou inconsciemment. Exemple, un sentiment de jalousie, par exemple, ne produit pas une lésion, de même qu'un sentiment de haine. Parce qu'un sentiment de jalousie n'a pas la même fréquence vibratoire qu'un sentiment de haine. C'est un problème de différence de fréquence vibratoire. Le nombre et la différence des symptômes qui nous affectent résultent du nombre et de la différence des sentiments, donc des fréquences vibratoires, que nous suscitons en nous, consciemment ou inconsciemment. Et donc résulte de la nature de notre crasse interne, c'est-à-dire des substances morbido-pathogènes que nous avons accumulées en nous selon notre degré de vitalité réactionnelle, selon notre tempérament, selon notre sexe, notre milieu familial ou social ou climatique, selon notre hérédité ou selon nos prédispositions. Certes, la mauvaise qualité vitale de nos aliments ingérés habituellement est d'importance, mais n'est pas le seul facteur de l'inflammation articulaire et donc de l'arthrose. Je dirais même que l'attitude mentale négative, habituellement négative, est le facteur le plus important parce qu'il agit intrinsèquement, fondamentalement, sur le métabolisme, notamment sur les sécrétions hormonales. Le stress résultant d'une non-maîtrise de nos sentiments induit une production excessive de cortisol, notamment qui inhibe la production de nouveaux neurones et donc de nouvelles cellules, notamment au niveau des os et des articulations. Il y a une relation étroite entre la neurogénèse et l'ostéogénèse. Notamment, il faut en tenir compte dans l'établissement d'une méthode naturopathique, holistique, à visée thérapeutique. Je rappelle que l'inflammation est un processus normal physiologique induit par l'homéostasie de la force vitale intrinsèque qui nous anime. La finalité d'une inflammation est d'apporter in situ, au niveau des tissus encrassés et qui souffrent, d'apporter quoi ? D'apporter des éléments capables de dissoudre et d'éliminer la crasse tissulaire, c'est-à-dire la morbidité éthiopathogène. Et c'est l'élimination de cette morbidité qui met fin à l'inflammation qui fait disparaître ce processus. Il ne faut donc pas lutter contre l'inflammation, mais seulement éliminer la crasse qui la provoque. Supprimer l'inflammation à l'aide de médicaments chimiques ou même naturels, par les plantes, les huiles essentielles, que sais-je, est une aberration qui empêche l'auto-guérison, c'est-à-dire l'épuration
et la régénération des tissus altérés par la morbidité, c'est-à-dire par les substances étrangères, toxiques, stagnantes. Supprimer l'inflammation sans supprimer sa cause inductrice, c'est enfermer le loup dans la bergerie avec les moutons. C'est agir sur les faits seulement, tout en laissant subsister la cause de cet effet qui continuera à se manifester. Les malades ne veulent pas souffrir. C'est légitime, mais à condition de supprimer la cause de la souffrance. Eh bien, ce que ne veulent pas faire les malades en règle générale. Les malades veulent continuer à penser à l'envers, à manger et boire à l'envers, à vivre à l'envers. Ils veulent continuer à absorber tous les poisons que leur offre la société. Les malades, en principe, ne veulent pas se responsabiliser et se prendre en charge. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent des pilules, un demi-verre d'eau, j'avale et je suis guéri, docteur. On supprime le symptôme, mais on laisse en place la cause profonde qui refera la pathologie. Les malades, en fait, ne veulent pas obéir à la loi vitale qui nous régit inexorablement. Ils oublient ou ils refusent d'admettre qu'il existe un code de la vie comme il existe un code de la route. Désobéir constamment au code de la vie, c'est s'exposer à des sanctions. Or, la sanction est quoi? La maladie, la souffrance. Il faut sauver le foie. Et sa foi dans les méthodes naturelles, bien entendu. Alors le foie. Le foie, ça vous avez intérêt à bien le noter, parce que le foie est l'organe principal, c'est le patron de toute la physiologie. Quand le foie va bien, tout va bien. Quand le foie va mal, tout va mal. Soigner son foie naturellement, est la préoccupation majeure en naturopathie. Le foie est l'organe le plus maltraité. C'est lui qui est toujours affecté en premier lieu, c'est lui qui est toujours en première ligne et qui prend tous les coups notamment. Je bois, allez, au tout à l'égout. Je mange, allez, au tout à l'égout. Mais lui, il en prend un sacré coup. Eh bien oui, c'est lui qui souffre lorsque nous pensons à l'envers négativement. C'est lui qui souffre lorsque nous mangeons et buvons à l'envers antibiologiquement. C'est lui qui souffre lorsque nous vivons à l'envers anti-hygiéniquement. C'est lui qui souffre lorsque nous absorbons quantité de poisons socialement acceptés, comme je vous l'ai dit, alcool, tabac, etc., etc. On autorise les gens à s'empoisonner, on abîme leur foie, et on s'étonne ensuite qu'ils sont malades. Mais soignez le foie, il faut le respecter. Et bien sûr, la sédentarité, la sous-vascularisation de nos tissus, la sous-oxygénation, c'est-à-dire la paresse mentale pour penser à l'endroit et la paresse physique pour faire de la culture physique. Je ne veux pas penser, ça me fatigue. Je ne veux pas faire de culture physique, ça me fatigue. Je veux des médicaments, miracles. Lorsque nous faisons des abus orgasmiques, pareil.
lorsque nous affaiblissons notre foie en l'intoxiquant par notre mode existentiel habituellement antibiologique, eh bien nous affaiblissons conséquemment nos organes et donc nos os, nos dents, nos cartilages articulaires notamment. On s'expose ainsi à l'ostéoporose et à l'arthrose notamment. Alors il faut sauver le soldat, le foie. Eh bien, sauver son foie, c'est sauver sa santé. C'est sauver ses dents, ses os, ses articulations, notamment. Pour sauver le foie, il faut lâcher prise mentalement et comportementalement. Il faut abandonner nos fausses croyances, nos préjugés, nos a priori, nos faux amours, nos faux besoins, nos sentiments négatifs habituels qui sont éthio-morbido-pathogènes. Alors observez bien les tableaux qui suivent. N'entrez pas dans les détails, ça ne sert à rien. Restons dans les grandes lignes. Le foie, c'est le foie qui fabrique du cholestérol. Le foie fabrique du cholestérol et ce cholestérol est indispensable pour protéger non seulement nos membranes cellulaires, mais aussi pour fabriquer nos hormones sexuelles notamment. C'est de ça qu'il s'agit ici. Le cholestérol est transformé en prégnénolone. Le cholestérol est transformé en prégnénolone. La prégnénolone est transformée en progestérone. Et par des successions, ça va aboutir à la testostérone, ici, et aux hormones sexuelles. Ça, c'est une voie normale. Donc, le cholestérol est transformé en hormones sexuelles, en stéroïdes, en substances surrénaliennes, d'autodéfense organique, et bien sûr en testostérone, en progestérone, testostérone. Et ce que je viens de vous dire ici est la voie normale. Et ceci, quand le foie, lui, il est normal. C'est-à-dire fonctionnellement normal. Structurellement normal et fonctionnellement normal, c'est-à-dire non intoxiqué, non sous-vitalisé, non altéré. Mais quand le foie est intoxiqué, donc plus ou moins dévitalisé, donc en insuffisance fonctionnelle, voire même en dysfonctionnement, eh bien le processus précité emprunte la voie, une voie de secours, qui est la voie de la DHEA. Alors là, les choses changent. Au lieu d'emprunter la voie verticale, qui va aboutir au surrénal, eh bien on emprunte la voie horizontale de la DHEA. Mais la DHEA n'aboutit pas au surrénal. Or, les hormones sexuelles anabolisantes sont fabriquées non seulement par les testicules de l'homme, par les ovaires de la femme, mais aussi par les glandes surrénales. On a deux mains. Pour applaudir, il faut les mettre en phase. Et bien là, quand on emprunte la voie horizontale, qui est la voie de secours, parce que le foie est en insuffisance fonctionnelle, voire en dysfonctionnement, eh bien on n'a qu'une main. Et avec une main, on ne peut pas applaudir. Il faut les deux mains. Il faut donc qu'on rétablisse la voie de la progestérone et non pas la voie de la DHEA. Lorsque l'organisme emprunte la voie de la DHEA, eh bien, le processus de fabrication aboutit bien sûr à l'estradiol, mais pas aux stéroïdes, ni aux éléments de défense organique. Alors l'organisme ne peut plus se défendre correctement.
et ne peut plus réparer correctement ses tissus, d'où l'ostéoporose et l'arthrose notamment. Alors altérer son foie, c'est induire en soi une carence en progestérone, testostérone. C'est emprunter la voie de secours de la DHEA, mais quand le taux de DHEA est supérieur à celui de la progestérone, testostérone, il y a apparition de poils sur le visage et perte des cheveux. Non seulement chez l'homme, mais aussi chez la femme. À preuve, dès que l'on normalise la fonction hépatique et que par conséquent on fait remonter le taux de la progestérone et donc de la testostérone, et que de ce fait on fait baisser concomitamment le taux de la DHEA, de la déhydroépiandrostérone, les poils du visage disparaissent, les cheveux repoussent, les cristaux d'acide urique corrosif sont éliminés et les douleurs articulaires s'atténuent, voire disparaissent totalement, et les articulations deviennent plus souples, plus mobiles. Alors retenez bien que c'est le fait d'augmenter le taux sanguin de progestérone naturel qui aide à réparer les tissus lésés oxydés, comme ceux des os et des cartilages articulaires altérés. Il existe quantité de bonnes substances qui favorisent cette augmentation, mais elles sont à consommer évidemment dans le cadre d'une attitude mentale positive et dans le cadre d'une alimentation orthobiologique, c'est-à-dire spécifique et naturelle, pour qu'elle puisse agir efficacement. Les gens en général se contentent d'avaler ces substances, ces compléments sous forme de compléments nutritionnels. Ils se gavent de nutriments, de compléments nutritionnels, mais sans corriger leur attitude mentale et leur comportement alimentaire existentiel. Et ils se plaignent ensuite de leur inefficacité. Eh bien, la naturopathie n'est pas une médecine douce. Comme on le croit généralement, la médecine douce, c'est la médecine des médicaments. Je mets des médicaments dans le creux de la main, je bois un demi-verre d'eau et je suis guéri. Ça, c'est de la médecine douce. Mais la naturopathie est une médecine à part entière qui est très exigeante parce qu'elle est psychobiologique. Elle soigne en même temps et le mental et le corps physique qui ne sont qu'une seule et même entité sous deux aspects apparemment différents. La naturopathie responsabilise le malade, elle l'oblige à se prendre en charge. C'est le malade qui se guérit. C'est le malade qui se guérit avec l'aide de la vraie naturopathie. Le vrai naturopathe ne guérit rien ni personne. Il donne simplement au malade la clé du succès en matière de santé. Il appartient ensuite au malade de la mettre, cette clé, dans sa propre serrure et de faire l'effort de la tourner pour que s'ouvre la porte de sa vie, donnant sur le soleil de la santé naturelle. Alors, comme mon temps est court, je ne peux pas vous donner toute la méthode. Vous trouverez toute cette méthode dans un livre que je vais sortir dans 2 mois environ. Voilà, et je vous remercie pour votre attention.